Eh ben c'est dommage que Tron, justement, que la trilogie s'arrête, quand on sait que c'est quand même un univers qui a aujourd'hui un statut culte, et voir ça, ouais, ça me donnerait presque envie de pleurer. Donc, je vais vous donner d'abord, en partie no spoil, vite fait ma revue de Tron Ares. Ensuite, je vais revenir un petit peu sur la trilogie, et puis peut-être que je développerai certaines choses en partie de spoil, et puis je vais essayer également de parler un peu de l'actualité, parce qu'il n'y a pas qu'avec Tron, malheureusement, que il y a un échec en ce moment au cinéma. Alors Tron Ares, moi je l'ai personnellement beaucoup aimé. Je précise déjà que, avant de commencer ma critique, je suis pas là pour concurrencer des chaînes spécialisées dans le cinéma, comme par exemple celle de Durandal ou des cousins du cinéma. Ce sont d'ailleurs des chaînes que je vous invite à voir, parce que eux, en général, ils ont un avis qui va être, comment dire, beaucoup plus détaillé et beaucoup plus précis, et avec une meilleure expérience que la mienne. Mais néanmoins, comme Tron est un de mes univers préférés, je me suis dit que bon, ça pourrait être l'occasion aussi quand même de vous en parler et de vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Moi, la petite subtilité que je vais avoir par rapport à d'autres critiques indépendants du cinéma, je vous dirais par exemple que, en fait, quand j'ai vu la bande-annonce de ce Tron, j'étais à la fois très motivé, très excité à l'idée d'aller le voir en salle, et en même temps, je m'explique, un petit peu inquiet, parce que j'avais peur justement que le fait que l'univers virtuel de la grille de Tron qui s'invite dans notre réalité soit mal exploitée, ou qu'elle soit incohérente. Et heureusement, ça n'a pas été le cas. Néanmoins, le film a quand même quelques défauts, et ça, j'en parlerai un petit peu après, un petit peu plus tard, en partie spoil. Donc en gros, comme je disais, oui, le gros point fort, c'est justement l'univers de Tron, qui est si particulier, cet univers virtuel qui s'invite dans notre réalité. Et en gros, le film est dans la continuité du 1 et du 2. En fait, on va dire que l'univers virtuel a, pour faire très simple, a atteint une forme d'apogée, et en gros il y a deux clans qui s'affrontent. Donc d'un côté il y a les rouges, avec le personnage de Ares sous les ordres de la compagnie de Dillinger, qui sont plus ou moins les méchants de ce film, et eux par exemple leur objectif c'est de utiliser cette synthèse pour fabriquer une armée qu'on peut en gros imprimer sous forme de laser en 3D, et la répandre instantanément un peu partout et de manière infinie. Le seul petit problème qu'ils ont, c'est que les impressions ne tiennent pas plus de 30 minutes. D'un autre côté, il y a les bleus avec la société Encom, et là on suit les traces de une jeune programmeuse qui s'appelle Eve, qui a perdu sa sœur Tess, qui est morte à cause d'une longue maladie, et qui avait commencé des travaux sur les traces donc de Flynn, qui était le programmeur dans Tron 1 ainsi que dans Tron 2, et qui a disparu à la fin des années 80. Et donc eux, ils sont aussi un peu dans cette course de vouloir faire l'impression de la synthèse de l'univers de Tron, mais eux, pas du tout dans les mêmes objectifs que Dillinger. C'est-à-dire qu'en gros, chez les Bleus de Encom, ce qu'on veut faire, c'est plutôt l'humanitaire, c'est faire de l'agriculture, c'est faire de l'écologie, c'est faire de la recherche en médecine médicale, pour entre autres aider des zones dans le monde où il y a des besoins cruciaux d'agriculture ou de médecine. Et donc en fait, eux aussi, chez Encom, ils ont le même problème que chez Dillinger, c'est-à-dire que les impressions ne durent pas plus de 30 minutes. Ceci dit, Eve se rend compte qu'à partir de certains travaux, en poursuivant les recherches de Flynn avant que celui-ci ne disparaisse mystérieusement, elle était sur le point de réussir à résoudre ce problème de 30 minutes et ainsi obtenir des impressions permanentes.
Le problème, c'est que malheureusement, Encom est espionné par Edward Dillinger Jr., qui est le petit-fils de Ed Dillinger du premier film et qui était le méchant. Et donc il envoie Ares ainsi que Athéna, en gros, espionner Encom, voire essayer de voler les données de Encom et de Eve pour récupérer à son avantage l'impression définitive. Sauf que, à partir de là, ce que je vous dis, c'est le début du film. Évidemment, les événements vont pas du tout se passer de cette manière. Et donc, ce contexte, justement, de challenge entre les bleus de Encom et les rouges de Dillinger vont donner un match et puis des péripéties, des retournements de situation tout au long du film. Et ça, justement, c'est le gros point fort que vous pouvez voir à travers la bande-annonce. Également, il y a, en parallèle de ça, il y a deux scènes que j'ai trouvées très intéressantes en termes d'action. Il y a par exemple une course-poursuite avec les motos de Tron à un moment qui s'invitent, dont celle que l'on voit dans la bande-annonce où à un moment Ares active le rayon du cycle des lumières et en fait il coupe en deux une voiture de police qui est en train de la poursuivre. Et on le voit un peu brièvement dans la bande-annonce aussi. À un moment, il y a une course-poursuite en jet ski, mais cette fois-ci dans l'univers de la grille, dans l'univers virtuel. Et ça, j'ai trouvé aussi que c'était très intéressant à voir. D'ailleurs, pourquoi pas si un jour il y avait un jet un peu similaire. Donc ça, en tant que jet skieur, évidemment, j'ai beaucoup aimé cette idée-là. J'ai beaucoup aimé en jeu des comédiens. Moi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, ils jouaient tous bien. Celui qui joue le rôle, j'ai oublié le nom sur le coup, du petit-fils de Dillinger, il est bien. Et puis, c'est sympa aussi de voir Gillian Anderson et aussi le retour de Jeff Bridges. Maintenant, je vais vous parler quand même de quelques petits défauts. Au niveau des défauts, par contre, alors sans rentrer dans les spoils, le principal problème de Tron Ares, c'est que, en dépit d'une scène d'exposition au début du film, qui retrace un petit peu très brièvement l'histoire des premiers films, si vous n'avez pas vu le 1 et le 2, ça va être très compliqué d'apprécier le film. D'ailleurs, j'ai vu certains commentaires dans certaines critiques où justement, c'était des gens en général assez jeunes qui n'ont pas connu Tron 1 ou Tron l'héritage, et eux, justement, ils n'ont pas apprécié ce film-là, et je me mets un peu à leur place. Je peux comprendre qu'ils n'aient pas apprécié Tron Ares parce qu'ils ont trouvé que c'était, un peu bancal, voire absurde. Toujours pareil aussi dans la continuité. En fait, j'ai beaucoup parlé donc de la course-poursuite avec les motos ainsi que le jet ski. Mais néanmoins, si vous regardez visuellement, dans l'ensemble, ça peut-être un peu vous décevoir. Le film esthétiquement est énormément calé sur l'univers de Tron Legacy. Donc vous verrez le même type de combinaison, le même type de moto, le même type de disque. Si ce n'est que celui de Tron Ares, il est en forme de triangle, donc ça c'est la nouveauté, mais à part ça, ne vous attendez pas à de grands changements par rapport au précédent film. Autre chose aussi, moi par exemple, c'est au niveau des musiques. L'un des gros points forts par exemple de Tron Legacy, donc le 2, ce sont les musiques qui ont été faites par Daft Punk. Je crois que je suis un des rares Français à détester à la base ce groupe. J'ai jamais aimé Daft Punk, j'ai toujours trouvé que c'était monotone et peu inspiré. Mais en revanche, et ça je le dis en toute sincérité, le travail qu'a fait Daft Punk sur la bande sonore de Tron Legacy, il est magnifique. Et là, si vous voulez, donc c'est Nine Inch Nails qui a repris le travail, aussi appelé communément Nin. J'ai trouvé que dans l'ensemble, il a fait un travail assez correct, mais par rapport à ce que je disais visuellement, c'est un film qui... si vous préférez, apporte pas grand chose de plus au niveau sonore. C'est-à-dire que les musiques ça fait penser aux musiques au travail de Daft Punk, mais en moins inspiré, et ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Alors maintenant, si je devais faire un classement entre les trois films, je dirais que je mettrais d'abord en troisième position Tron Legacy. Pourquoi ?
Parce que vous vous souvenez, je vous ai dit que pour Tron Ares, avant d'aller le voir, j'étais à la fois très motivé, mais en même temps, j'avais peur que ça ne fonctionne pas et qu'en sortant de la salle, que je sois un peu déçu. Et en fait, finalement, dans l'ensemble, j'ai été très rassuré et vraiment, je suis sorti très satisfait de la séance. En revanche, c'est pas du tout le cas pour Tron Legacy. Il y a des choses que j'ai appréciées. Seulement, je suis sorti quand même assez déçu parce qu'en gros, le problème de Tron Legacy, c'est qu'au niveau de son histoire et au niveau de sa narration, en gros, il est beaucoup trop calé sur Tron 1. C'est un peu comme l'histoire, pour que vous compreniez un peu ce que je vous dise, de Star Wars 7 quand il est sorti. Il y a eu beaucoup de critiques qui lui ont reproché d'être, entre guillemets, un peu trop déguisé. C'est en gros l'épisode 4, un nouvel espoir, en fait. Et en fait, moi, ça m'a fait un peu cette sensation-là, c'est-à-dire qu'à peu de choses près, vous avez les mêmes scènes, et en plus, à un moment, il y a un passage au milieu du film, dans le 2, le milieu du film est particulièrement ennuyant, alors que là, et ça c'est un truc que j'ai peut-être pas évoqué avec Tron Ares, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de temps mort, tout le long, que ça soit en action et au niveau de l'histoire, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a justement ce contexte, et il y a ce challenge qui donne beaucoup de dynamisme au film Tron Ares. Donc justement, en deuxième position, moi je mettrais Tron Ares parce que, comme je viens de l'expliquer, pour moi le fait de sortir, que la grille, que l'univers de Tron sorte pour s'inviter dans notre réalité, et ça je trouve que c'est déjà visuellement c'est vraiment très beau, c'est cohérent, c'est parfois impressionnant, et en plus quand on suit le scénario du film, ça apporte de la cohérence par rapport au challenge, comme je vous expliquais, entre les rouges de Dillinger et les bleus de chez Encom. Mais, néanmoins, je vous dirais quand même que mon préféré, ça reste quand même le 1, parce que il y a une chose que les deux autres n'ont pas forcément. Dans le 1, il y a un petit côté péplum, il y a de la romance, je trouve c'est le plus romantique des trois films, et puis surtout... moi, quand je l'ai vu pour la première fois, je crois que je devais avoir 5 ans ou quelque chose comme ça. On a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais Tron 1, quand il est sorti, c'est quand même le premier film en images de synthèse. C'était la première fois qu'on utilisait de la 3D pour un film, ou au cinéma, ou en l'occurrence, moi je l'ai vu à la télé. Je crois qu'à l'époque ça passait sur la 5, et puis de temps en temps ça passait aussi sur M6. Tout ça pour vous dire que oui, le film a marqué les esprits de jeunes générations comme la mienne, et on peut même dire que ça a même un peu donné des idées par la suite à d'autres licences. Je pense par exemple à Matrix. Il y a également Katsuro Otomo, donc le créateur de Akira, qui s'est exprimé, et il a dit par exemple, pour créer la moto de Kaneda, en fait il s'est inspiré à la fois de Mad Max et en même temps de Tron, ainsi que d'un designer italien qui avait travaillé aussi sur quelques motos qui y ressemblaient. Et pour vous dire que quand même, c'est encore une fois, je pense que Tron ne mérite pas l'échec qu'il a connu. Pour en revenir d'ailleurs au premier film, on a tendance un peu à l'oublier, mais en fait, moi, je pensais véritablement à l'époque que c'était un gros coup de marketing de Disney. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que à l'époque, Disney, à la fin des années 70, début années 80, ils ont quand même produit beaucoup de films qui, il fut un temps, avaient pas beaucoup de succès. Ils avaient tendance un peu, sans forcément avoir de la 3D, à produire tout et n'importe quoi. Et en gros, ce gars, il a demandé des fonds pour faire un film, le premier réalisateur, pour faire un film en 3D. Et en gros, les directeurs chez Disney, ils ont tiré un peu la gueule. Pourquoi ? Parce qu'en gros, les mecs à l'époque, ils étaient un peu, si vous voulez, ils étaient encore en train de dessiner des films soignés, superbes, comme le faisait Walt Disney, avec La Belle au bois dormant, Cendrillon, Blanche-Neige, etc. Donc ils comprenaient pas pourquoi on leur demandait subitement de se lancer corps et âme dans cette aventure. Et donc oui, le premier a été un échec, le 2 également. Le 2, c'est celui qui, en termes d'entrée, c'est celui qui a le mieux marché, mais si vous regardez bien,
paradoxalement, en fait, il n'a pas suffi à couvrir les fonds. Et normalement, en gros, il y aurait dû y avoir, quelques années après, un film dans la continuité de Tron Legacy, avec Oliver Wilde et Gareth Edlund, sauf que ça ne s'est pas fait, le projet a piétiné, et tant bien que mal, bon, ils en sont arrivés à ce projet de Tron Ares, entre autres produit par Jared Leto. Bah là, par rapport à cet échec, bon, Jared Leto, ça fait un peu d'ailleurs comme l'échec de The Flash, c'est-à-dire que, au même titre que Ezra Miller, il est sous le feu en ce moment d'une polémique, et du coup, bon, bah il y a peut-être eu indirectement des gens qui ont boycotté. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de licences en ce moment qui se plantent, et de temps en temps, vous allez avoir des succès, moi que je trouve personnellement absurdes, comme Minecraft. Les retours que j'ai eus, c'est que pour les adultes, le film est très enfantin, mais c'est extrêmement banal. Mais c'est quelque chose qui aurait pu, même par rapport à l'univers du jeu, être beaucoup mieux exploité. Bon, Minecraft, ça n'a jamais été ma tasse de thé, mais 800 millions de dollars, c'est actuellement, sur l'année 2025, le plus gros succès de l'année. Bon, tant mieux pour eux, mais encore une fois, c'est dommage pour Tron Ares. Comme je disais aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs aussi, c'est-à-dire qu'en ce moment, on vit dans une époque aujourd'hui où il y a un coût de la vie qui est exorbitant. Par exemple, là, et encore, j'y suis allé sans prendre les options 3D, écran extra large, le truc 4D, vous savez, avec les sièges, avec les options, avec des trucs qui vous balancent de l'eau à la gueule, etc. Mais pour l'histoire de Tron Ares, et sans prendre de boisson, j'en ai quand même eu pour 11 euros. J'ai une collègue, elle m'a dit, là, elle est allée voir un film il y a pas longtemps, avec son copain, avec le popcorn et compagnie, et les boissons, à tous les deux, ils en étaient à 40 euros. Je fais un petit parallèle. Moi, quand, dans les années 90, j'allais au cinéma, et ma mère me filait 50 francs, c'est-à-dire l'équivalent pour l'époque de 7,50 €. Et je me souviens qu'avec 50 francs, je pouvais à la fois me faire une séance de cinéma, un McDonald's, prendre même après une boisson, un chocolat ou un jus d'orange dans un bar, parce que le coût de la vie n'était pas le même. Donc c'est vrai que là où je fais un parallèle, si aujourd'hui le client s'aperçoit qu'on fait de médiocres copier-coller de films d'avant, parfois même pour détruire des licences au cinéma, eh bien les gens vont avoir tendance un peu à réfléchir deux fois avant de dépenser leur argent au cinéma. Moi par exemple, cette année, je n'ai vu pour le moment que de films au cinéma. J'ai vu, parce que j'avais envie de rigoler un bon coup, y a-t-il un film pour sauver le monde avec Liam Neeson, qui est dans la continuité des films des films rigolos avec Leslie Nielsen, et Tron aussi, parce que voilà, de toutes les façons, je voulais quand même voir ce film. Mais pour être objectif avec vous, malheureusement, dès les premiers trailers, je savais que Tron Ares, il allait bider, parce qu'il allait en pâtir justement de ses conséquences aujourd'hui. Et puis il y a autre chose, c'est que maintenant, il y a une nouvelle génération qui arrive, et la nouvelle génération aujourd'hui, moi je le vois aujourd'hui avec des formats longs, les gens aujourd'hui, en particulier chez les jeunes, ils veulent pas perdre de temps. Ils veulent du format short Instagram, du format short YouTube, ou du format, pour être plus simple, TikTok. En gros, ils vont rester 1 minute 30 devant un support, et basta. Moi, par exemple, ma génération, je fais un parallèle avec la musique. Si vous voulez, à l'époque, si vous aviez un truc mono, c'est que vous étiez vraiment un pauvre, quoi. Vous étiez un clochard. C'était pas trop mal si vous aviez un truc en stéréo, et si vous aviez le Dolby Surround Pro Logic, alors là, par contre, vous étiez le top du luxe. Et quand je vois aujourd'hui des jeunes qui se contentent juste d'un pauvre haut-parleur sur leur smartphone, ou d'une petite enceinte, moi je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une forme un peu de downgrading. Donc voilà, maintenant je vais évoquer la partie spoil, une partie plus détaillée du film. Donc il y a quand même du fanservice, il y a beaucoup de clins d'œil, par exemple à Dillinger. J'ai trouvé vraiment super l'idée que le personnage de Eve, à un moment, qui est poursuivi par Ares,
se retrouve capturé et emprisonné donc dans la grille de Dillinger, donc chez les Rouges, avec cette course-poursuite où en fait finalement Arès commence à avoir une conscience et à avoir de l'empathie. Autre chose aussi qui est bien exploité, c'est le personnage de Athéna qui se retrouve maudite et en fait suite à la trahison envers Dillinger de Arès, et ben qui se retrouve à la tête de l'armée, mais qui finalement en devient un peu finalement une victime. Donc ça, j'ai trouvé que c'était quand même assez bien exploité. Comme je l'ai dit, ça, contrairement à Tron Legacy, il n'y a pas de temps mort, donc le film est vraiment riche en dynamisme, avec cette quête justement de chercher la solution donc pour obtenir de façon permanente, en gros, la synthèse finalement dans notre monde. Et ça, je trouve que c'est vraiment malin parce que ça apporte vraiment un plus. Ça apporte un message en corrélation et en coordination un peu avec les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Parce que c'est vrai que si on pouvait par exemple imprimer aujourd'hui des arbres, des fruits comme l'oranger qu'elle imprime, qu'elle fait importer avec les lasers, c'est vrai que ça serait vraiment super aujourd'hui de pouvoir faire ça de manière infinie, et on pourrait sans doute avec la photosynthèse résoudre énormément de problèmes d'émissions du moins de CO2, on va dire. Donc ça, vraiment, c'est pas mal du tout. Ensuite, alors je m'excuse, je vais peut-être oublier des choses, peut-être que je vais y revenir après. Si j'ai aimé la course-poursuite en moto, bon, il y a quand même un passage qui est un peu con, où à un moment, Eve bousille bêtement sa Ducati en la balançant sur la moto d'Athéna. Par contre, la séance est un peu cool, mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage, alors qu'elle est censée avoir participé à des jeux comme Space Paranoid et au cycle des Lumières, qu'elle n'ait pas taclé un peu plus Arès à ce niveau-là. J'ai trouvé que la séance était un peu trop gentille, alors que par exemple dans Tron Legacy, quand il y a la séquence sur le cycle des Lumières, Clou, c'est quand même un sacré enfoiré. Il fait quand même des coups de pute et des coups de Trafalgar à utilisateurs et à des programmes qui sont jetés en fait dans l'arène un peu comme un jeu de la mort finalement. J'ai trouvé oui que ça à ce niveau-là c'était un petit peu dommage. Et par contre aussi j'ai trouvé que le rôle de Gillian Anderson, alors j'aime bien sa présence, mais c'est vrai on la voit pas forcément beaucoup. Et si c'est sympa par contre de retrouver Jeff Bridges dans le rôle de Flynn, il apparaît quelques minutes et puis c'est tout. Par contre, j'ai trouvé super le clin d'œil quand Arès, justement, réussit à pénétrer dans la grille du premier trône, parce qu'en fait, ils ont utilisé les lumières un peu saturées de l'époque. Pour l'anecdote, en fait, les gars, en gros, ils avaient beaucoup de fond de teint blanc, et en gros, ils avaient des tenues en blanc, et ils n'avaient pas les moyens, comme on a maintenant, d'inverser les lumières et les couleurs avec les LED. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont colorié, en gros, image par image, ils ont repeint par-dessus la pellicule pour donner ou des effets rouges, ou des effets bleus, etc. Et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très très habile et très très réussi. Pareil aussi au niveau du son, il y a même pas au niveau du son, il y a un clin d'œil avec le beat qui donne donc le guidon pour que Arès puisse fabriquer la moto du premier trône, et ça j'ai trouvé vraiment que c'était super sympa, même si malheureusement c'est vrai que la présence de Jeff Bridges elle est relativement anecdotique, et ça c'est dommage qu'il n'ait pas été un tout petit peu plus exploité. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que bon à la fin, clairement, c'est Arès qui sauve Eve. Athéna meurt parce que malheureusement, comme elle est restée plus de 30 minutes, et du coup elle est complètement détruite. Heureusement, les potes de Eve se vengent et en fait profitent que Dillinger ait concentré toutes ses forces sur Eve et Arès pour justement le pirater et mettre à néant son armée dans le monde réel. Et donc à la fin, comme il lui a amené le code source, du coup elle peut travailler sur ses projets. Donc on comprend que le grand gagnant de ce duel entre les rouges et les bleus, ce sont les bleus de Encom qui l'ont, puisqu'elle peut imprimer maintenant à l'infini des orangés, et on comprend que il y aura une issue heureuse à la fois pour les pays dont il y a des besoins pour l'agriculture, l'écologie ou la médecine. Donc ça c'est plutôt appréciable. Cependant, j'ai trouvé quand même un peu bizarre ce mot de fin où elle reçoit une lettre à un moment de Arès
qui est parti explorer le monde, et où à un moment il y a une photo où en gros, et là ça reprend un peu la fin de Tron 2, où Sam, qui était parti chercher son père Flynn, en gros, pendant tout ce temps, finalement, eux ils se sont barrés dans le monde. Alors peut-être qu'ils n'étaient pas au courant, mais j'ai trouvé ça un petit peu bizarre et pas toujours très cohérent. Sachant qu'il y a autre chose aussi, c'est que je me suis dit qu'il est présenté aussi comme Ed Junior. Je ne sais plus s'il est présenté comme le fils ou le petit-fils, mais si vous avez vu Tron Legacy au début, il y a une petite caméo de Cillian Murphy qui reprend le rôle du fils ou du petit-fils de Edward Dillinger. Et ça m'a fait bizarre de voir que c'était peut-être pas très très cohérent. Donc à voir, il faudra que je reconfirme et que je fasse quelques recherches. Mais j'ai trouvé un petit peu bizarre cette espèce d'anachronisme par rapport à la continuité des trois films. Et puis il y a un énorme défaut aussi avec Tron Ares, c'est que si vous avez vu le 2, si vous voyez bien de qui on parle, Riezler à la fin tente d'empêcher Clou d'attaquer Cora et Sam. En fait, Riezler c'est Tron. Et on le voit, il tombe, en gros, il redevient Tron, finalement. Et là, le problème, c'est que Tron, dans ce film, en fait, on voit pas le personnage de Tron. Il est nulle part. Il n'y a pas de Riezler, il n'y a pas de Tron. Et si vous voulez, ça fait une fin qui est un tout petit peu ambiguë, un peu confuse. En dépit, par contre, encore une fois, attention, des qualités du film, comme je l'ai évoqué. Souvenez-vous, je vous ai dit, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'il apporte vraiment un plus, une réflexion qui peut être intéressante par rapport à notre actualité. C'est pour ça que je dis que, à mon sens, il ne mérite pas de subir l'échec qu'il a aujourd'hui. Et voilà où je veux en venir, c'est que maintenant, Tron Ares va être certainement un des plus gros échecs, mais c'est peut-être pas forcément l'un des pires. Je vais vous parler maintenant de deux films qui ont bidé. Le premier, je ne l'ai pas vu au cinéma, mais il est assez connu pour avoir eu une influence, entre autres, sur George Lucas, du moins par rapport à un bouquin dont il est tiré, c'est John Carter. Et John Carter, en fait, quand ça a été fait d'ailleurs, ironiquement aussi, par Disney, et en fait, si je me souviens bien, c'était l'ancien directeur de Pixar qui venait gagner une promotion, qui avait réalisé de très bons films, comme par exemple l'excellentissime Wall-E. Et en gros, au-delà de l'argent, il avait consacré vraiment beaucoup d'énergie et il avait beaucoup d'espoir sur le film John Carter. Malheureusement, ça a été un des plus gros bids de Disney et de toute l'histoire du cinéma, à tel point que pendant un moment, Disney s'est pris un bouillon monumental, et je crois que, je vous mens pas, mais quand il a vu l'échec lors de la première semaine, en fait, il a présenté au conseil d'administration de Disney sa démission, tellement ça l'avait mais écœuré, quoi. Tout ça pour dire que oui, ça peut arriver même au meilleur et même parfois avec d'excellents budgets et avec des films qui ont de très très bons potentiels. Le deuxième cas, c'est pareil aussi, c'est un film qui est un peu précurseur de ce que l'on voit aujourd'hui en termes de... C'est pas le premier film en 3D, mais je trouve que ça a été un des premiers films à avoir vraiment une qualité d'animation incroyable. C'est le film Final Fantasy. Pareil aussi, le film a coûté extrêmement cher à Squaresoft à produire. Et en gros, le film a tellement mal marché au cinéma, il a coûté tellement cher à produire que Squaresoft s'est retrouvé à un moment en faillite. Alors Square, pour ceux qui connaissent bien cette maison de production, à la base, ce sont les célèbres jeux de RPG Final Fantasy. Et en gros, ils étaient à deux doigts de mettre la clé sous la porte, et c'est en urgence Enix qui faisait un peu des jeux similaires, et donc ils ont fusionné pour former Square Enix pour faire renaître le phénix des cendres de Squaresoft. Et là aussi c'est dommage parce que ce sont des films qui ont plein de potentiel comme ça, et des échecs cuisants il y en a. Et encore une fois, comme je disais, tant mieux, hein, mais franchement le succès de Minecraft pour moi, je dirais pas qu'il est injustifié, mais il est presque incompréhensible comparé à l'échec de Tron Ares. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette critique. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis d'ici ma prochaine vidéo, je vous salue tous. Salut!